Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast, le CIC et votre patrimoine. Je suis Marlène Hernandez, responsable de la filière épargne et patrimoine au sein du groupe CIC Sud-Ouest. Ces podcasts ont pour vocation à vous aider à répondre à des questions en lien avec vos objectifs patrimoniaux. Alors on va parler pour cette première série de 4 épisodes d'un sujet pas toujours facile à aborder puisqu'il s'agit de la succession et de ses conséquences. Sujet qui fait d'ailleurs l'actualité en ce moment au travers des différentes campagnes de nos chers politiciens. Vous avez déjà dû entendre parler des frais de succession et qui dit frais dit toujours trop onéreux. Alors comment agir dessus ? À retenir en préalable, au moment du décès, sachez-le, ce sera trop tard. Mais avant, chacun a la possibilité d'optimiser et d'organiser la transmission de son patrimoine afin que vos héritiers soient mieux protégés et payent le moins possible de droits de succession. Afin de vous offrir un éclairage pertinent sur cette thématique, j'ai le plaisir d'accueillir pour ce premier épisode Véronique Viel, responsable juridique du pôle Sud-Ouest au sein du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui va nous partager ses connaissances sur le sujet. Bonjour Véronique. Bonjour Marlène. Ravie de vous avoir avec nous pour le lancement de ce tout premier podcast. Moi-même. Véronique, avant d'évoquer les pistes de solutions, parlez-nous un petit peu de la succession. Ça marche comment ? Bien sûr. Tout bonnement, une succession, c'est le fait de récupérer l'héritage de quelqu'un qui est décédé. Cette situation est régie par la loi. Une succession est composée d'un actif, c'est-à-dire une maison, une voiture, une armoire, des liquidités, et d'une part passive qui va prendre la forme d'un crédit, d'impôt ou bien d'une dette. Intervient alors la notion d'actif net, qui est, pour rappel, la part que l'héritier va récupérer lors de la succession après déduction du passif. Véronique, les héritiers payent-ils toujours et forcément des droits de succession ? Alors, pour commencer, je vais vous rappeler que les frais de succession représentent les impôts prélevés sur la transmission d'un patrimoine dû par les héritiers de la personne décédée et dépendant du montant de l'héritage ainsi que du degré de parenté entre le défunt et les bénéficiaires. Et pour répondre précisément à votre question, l'héritier ne paie pas forcément des droits de succession. Rappelons que dans le cas des conjoints mariés, l'époux survivant ne paye pas de droits de succession. Si on hérite de sa vieille tante, par exemple, il y aura des frais de succession à 55%, c'est complètement différent. Quant aux enfants, ils payent des droits de succession au-delà d'un certain montant. Il faut savoir qu'il y a un abattement de 100 000 € en dessous duquel l'enfant ne paiera pas de droits de succession. Au-delà de ce montant, le pourcentage peut aller jusqu'à 45% en fonction des montants perçus. Donc, si on est marié, pas droit de succession. Mais si on est pacsé ou si on vit en concubinage, ça se passe comment dans ce type de situation ? En concubinage, c'est très simple. Vous n'héritez de rien. Vous êtes étrangers l'un de l'autre. Si vous avez fait un testament, vous allez hériter, mais les frais de succession seront de 60%. Dans le cas des personnes qui sont pacsées, et dans le cas où il y a un testament, info très importante si on veut faire de son conjoint pacsé son héritier, on retrouve les droits d'un couple marié au sujet de l'héritage. Donc, pas de droits à payer pour le conjoint pacsé survivant. Et pour le cas des enfants, ils peuvent être soumis à des droits de succession à payer. Existe-t-il des moyens pour anticiper et leur permettre de limiter le plus possible le montant de ces droits qui seront à payer ? En anticipant, pouvez-vous nous donner des clés pour répondre à cet objectif ? La première à laquelle vous devez penser est l'acte de donation de son vivant qui permet effectivement d'anticiper. Un mot simple mais dont la finalité est bien plus complexe. Si vous cherchez sur Internet, vous trouverez sûrement la définition qui dit qu'il s'agit d'un acte par lequel vous transmettez de votre vivant et gratuitement la propriété d'un bien à une autre personne. Les bénéficiaires peuvent être la personne de votre choix dans le respect de la part réservée à certains de vos héritiers. L'avantage de réaliser une donation de son vivant réside dans sa simplicité. Cependant, gardez à l'esprit qu'il existe plusieurs formes de donation. On retrouve la donation simple, mais qui peut être sujet à un litige entre les héritiers, la donation partage, qui permet de répartir en parts égales les biens, et la donation transgénérationnelle, qui permet au donateur d'enjamber une génération. J'ai une question avant de développer ces solutions. Elle est simple. Pourquoi nous avons intérêt de donner de notre vivant et particulièrement aux enfants, Véronique ? L'intérêt réside dans le fait d'utiliser les fameux 100 000 € de son vivant en exonération de droits à payer. On peut donner ce qu'on veut de son vivant, par parent, par enfant et tous les 15 ans. Donc, ça permet de transmettre pas mal de son patrimoine à zéro frais. Par exemple, un couple qui a 2 enfants va pouvoir donner jusqu'à 400 000 € tous les 15 ans. Pour être valable, l'acte de donation doit être établi en la forme notariée. Les donations faites par acte sous seing privé
sont considérées comme nulles. Vous évoquiez tout à l'heure la donation-partage. Vous pouvez nous en donner les grands principes ? La donation-partage est l'acte par lequel un ascendant, père et ou mère, donne et partage de son vivant tout ou une partie de ses biens au profit de ses enfants ou descendants. C'est un double acte, puisqu'elle comporte une donation et un partage définitif avec une répartition des biens donnés entre les donataires. Elle est possible, quelle que soit la nature de la filiation, légitime, adoptive ou naturelle. Elle opère un partage définitif des biens donnés et ceux-ci sont définitivement évalués au jour de la donation-partage. Définie comme un partage anticipé de la succession, elle nécessite que l'ascendant donateur ait plusieurs enfants ou descendants. Si le donateur a un enfant unique, il ne peut donc pas être effectué une donation-partage, mais seulement une donation simple. De plus, en tant que donateur, il vous est possible de payer des droits de donation et ainsi d'optimiser les abattements fiscaux. Pour autant, faites attention d'éviter les motivations uniquement fiscales, de donner votre résidence principale ou de transmettre des biens en indivision, c'est-à-dire sans répartition préalablement définie. Notez que la donation-partage n'est possible qu'en ligne directe et seulement dans le sens ascendant-descendant. Ainsi, la donation-partage peut être consentie individuellement par le père ou la mère ou conjointement par les deux parents à tous ou à certains de leurs enfants légitimes, même nés de différents mariages, légitimés adoptifs ou naturels, ou de leurs petits-enfants si et seulement si ceux-ci sont appelés à succéder à leurs parents par représentation, c'est-à-dire leur père ou mère décédé. En pratique, il est possible de la limiter à certains enfants, de même que la donation-partage ne peut porter que sur des biens présents, appartenant au donateur au jour de l'acte. Une fois édicté, il n'est pas possible de revenir sur la valeur des biens transmis le jour de votre décès. On parle d'une transmission définitive. Très bien Véronique, c'est très clair. Et concernant la donation-partage transgénérationnelle, c'est un dispositif un peu moins connu. Vous pouvez nous en parler ? Oui, alors il est possible de l'utiliser si les enfants naturels renoncent au partage des biens au profit de la génération suivante. Il faut que le partage des biens se fasse de manière divisée entre les différents bénéficiaires. Les petits-enfants n'ayant pas vocation à hériter directement, les donations consenties par leurs grands-parents sont limitées à la quotité disponible. Prenons pour exemple M. Dupont, un donateur qui a 2 enfants et un patrimoine de 1 500 000 €. Il peut ainsi donner à ses petits-enfants 500 000 €, car au-delà, ces 2 enfants sont en droit de demander la réduction de la donation. Les avantages de la donation-partage transgénérationnelle sont semblables à la donation-partage, c'est-à-dire que les biens ne figurent pas dans la succession. Sur le plan fiscal, c'est la législation de la donation ordinaire qui s'applique. Ce type de donation permet d'éviter une double taxation des biens transmis. En effet, les biens transmis aux petits-enfants ne seront taxés qu'une fois, tandis que ceux recueillis par leur auteur seront taxés 2 fois. Une fois au premier héritage ou donation et une deuxième fois au deuxième héritage ou donation. Cette transmission anticipée à une génération plus jeune offre une potentielle économie de droits de donation ou de succession. Elle peut également être utilisée pour la transmission d'une entreprise ou lorsque le donateur n'a qu'un enfant par exemple. Comme vous pouvez le voir, la donation est un terme qui peut en cacher bien d'autres. Nous avons vu aujourd'hui une des dérivées de la donation qui est la donation-partage transgénérationnelle, elle-même une sous-catégorie de la donation-partage. Nous venons de voir les principales typologies de donations. Il me semble qu'il existe d'autres dons possibles. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ? Oui, une autre forme de don, par exemple, c'est le don dit Sarkozy de 31 865 €. Là, il faut avoir plus de 18 ans pour celui qui reçoit et moins de 80 ans pour celui qui donne. Et là, par contre, c'est du liquide, des espèces, un virement ou un chèque. Et aussi, peu connu également, le don des grands-parents. Même montant de 31 865 € net de frais pour le donataire, celui qui reçoit. Vous voulez rajouter un dernier mot, Véronique ? Quand on cumule tout ça pour un seul et même futur héritier, et quand on s'y prend tôt, ça change les calculs quand survient le moment de l'héritage. Véronique, je vous remercie pour votre expertise et votre participation. Quant à vous qui nous suivez, si vous voulez connaître les autres clés à disposition pour anticiper votre succession, retrouvez-nous dans les prochains épisodes à suivre qui abordent les thèmes de l'assurance vie, la prévoyance et le démembrement de propriété, des outils supplémentaires et complémentaires à votre disposition pour limiter les frais de succession. Je vous souhaite à tous une bonne journée et encore merci Véronique pour votre intervention. Merci.